Parfait, bonjour, un test et ça fonctionne très bien. Merci de votre présence. On aura peut-être quelques personnes qui nous rejoindront encore et j'espère que des chaises seront disponibles pour qu'elles puissent s'asseoir, sinon elles resteront debout. En introduction, Muriel Fournier, présidente des Nouvelles Grisettes, va vous dire quelques mots. Merci Vincent. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Déjà ravi que vous soyez si nombreux, si nombreuses à cette première. Donc voilà, on est très très fiers aujourd'hui de pouvoir accueillir la première conférence des Nouvelles Grisettes. Donc consacré à ce mois qui est sur le mois de Nîmes, consacré donc à la production aujourd'hui de la toile de Nîmes, la vraie, parce que vous allez découvrir que en fait ce qu'on pense être du jean, c'est pas vraiment du jean, c'est pas le vrai de Nîmes. Donc on est vraiment très très heureux aujourd'hui d'accueillir Guillaume qui va nous parler de son passionnant métier. Juste pour petit rappel actu, sur ce mois du Nîmes, il y aura une deuxième conférence qui là va être plutôt consacrée à la fabrication du bon vieux jean, qui aura lieu le 20 novembre, si je me trompe. Pareil, dans le même type de format, donc il ne faudra pas hésiter à suivre notre actu sur les réseaux sociaux et à venir vous inscrire pour, pareil, savoir, une fois qu'on saura fabriquer le vrai Nîmes, comment est-ce qu'on fait un vrai bon jean. Voilà, du coup, je vais pas trop à Guillaume. Merci d'avance, Vincent, en tout cas, d'animer cette conférence. Ravi que tu fasses partie des grisettes maintenant. Bah ouais, parce que quand on donne du temps pour les grisettes, on est une nouvelle grisette. Ça y est. Donc, ravi que Vincent Martin soit une nouvelle grisette. Et merci d'avance, Guillaume, pour tout ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui. Merci Muriel. Merci. C'est une grande première alors aujourd'hui. Et Guillaume, tu viens de Nîmes. Tu es installé là-bas. Tu as une aventure entrepreneuriale absolument extraordinaire basée sur la grande histoire finalement du jean de Nîmes. C'est un savoir-faire historique à Nîmes et qui pour autant avait totalement disparu. Est-ce que tu peux commencer par nous résumer l'histoire de la toile de Nîmes à Nîmes et pourquoi sa disparition? D'accord, bon, merci déjà de m'avoir invité. Il faut faire le lien entre jean et toile. Voilà. C'est en fait, de toute façon, tout au long de la conférence, je vous expliquerai pourquoi. Donc, la toile de Nîmes, c'est normalement, on devrait dire le CRG de Nîmes. En fait, c'est une armure particulière. On la remarque en fait parce que c'est une tissage en diagonale. C'était une armure qui était utilisée donc dans la région de Nîmes aux alentours du XVIe, XVIIe siècle, et sur des métiers donc manuels qui avaient la spécificité en fait d'avoir donc des fils teintés de bleu et des fils écrus. Alors à la base, on se souvient plus exactement pourquoi. Alors beaucoup de gens on pense que les Nîmois ont voulu copier une toile qui était tissée aussi un peu plus loin à Gênes, mais après bon, ça fait partie aussi peut-être des légendes ou on connaît pas encore vraiment la totalité de l'histoire. Nous, la spécificité en fait de la toile de Nîmes, donc c'était un tissage sergé, chaîne bleue et trame blanche, et ça permettait en fait donc de pouvoir fabriquer déjà des vêtements pour les paysans et les bergers de la région. À l'époque, le bleu, c'était pas un bleu indigo, c'était un bleu en fait qui venait du Tarn. Donc c'était le pastel des teinturiers. C'était le bleu de cocagne. C'était une plante qui poussait dans la région et qui permettait de pouvoir teinter les fils comme ça. C'était quelle ampleur d'un point de vue économique ce jean de Nîmes dans les grandes époques? Alors, à l'époque, il y avait beaucoup de tissage, en tout cas dans l'industrie nîmoise. Il y avait la toile de Nîmes, il y avait aussi beaucoup de soie, etc. Donc, on ne connaît pas exactement le potentiel, en fait, pas le potentiel, mais l'envergure qu'avait cette toile. Parce qu'en fait, à la base, la toile, c'est quelque chose qui servait, comme je disais, pour les paysans et les bergers. C'était une toile de travail, c'était pas quelque chose de grand intérêt. Donc, le de Nîmes n'a pas laissé de grandes traces, en tout cas dans les archives. On a encore quand même quelques archives en particulier qui sont dans les archives départementales de l'Hérault, sur des transactions économiques en fait sur de la toile. Mais faut savoir en fait qu'au XVIIe siècle, par exemple, à Nîmes et sa région, c'était la troisième plus grande ville de textile en fait en France. Et alors, pourquoi cette disparition, ce déclin qui s'est
Et quasiment une extinction, sauf ensuite il y a eu une petite flamme que tu as rallumée, mais il y a eu quasiment eu une extinction. Voilà, en fait, il y a eu plusieurs facteurs à Nîmes qui ont expliqué sa disparition. Donc le premier, c'était donc la guerre des religions. Parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'à Nîmes, il y avait beaucoup de protestants, et ces protestants travaillaient dans l'industrie textile, soit dans l'industrie textile, soit dans le commerce. Et beaucoup de ces protestants, donc à la révocation de l'édit de Nantes en 1685, ont été obligés donc soit de convertir, soit de partir à l'étranger. Beaucoup ont choisi l'exil. Donc dans cet exil, il y en a beaucoup qui sont partis en Prusse, aux Provinces-Unies et au Royaume-Uni. Ceux qui savaient travailler la terre sont partis en Prusse. Ceux qui savaient travailler le textile sont partis donc aux Pays-Bas ou en Angleterre. Et c'est de là que, en amenant leur savoir-faire, les Anglais ont commencé à travailler en fait cette toile de Nîmes. Il y a eu cette première raison. Une autre raison aussi, donc qui est beaucoup plus tardive, c'est au début donc du 19e siècle, l'arrivée du chemin de fer. Faut savoir, en fait, Beaucaire, c'était une grosse place où il y avait beaucoup de commerce. C'était une des principales foires dans le sud de la France, C'est ça, grâce au Rhône. Exactement. Donc ça s'appelait en fait la foire de la Madeleine, qui drainait beaucoup de gens qui venaient donc d'Europe entière. Et donc ça servait en fait pour Nîmes de pôle d'exportation en fait à l'étranger. Et comme la voie de chemin de fer est arrivée, parce qu'en fait Beaucaire c'était un des derniers ports fluviaux en tout cas qui était accessible aux bateaux de gros volume. Et donc avec la voie de chemin de fer, ces bateaux ne servaient plus à rien, et la marchandise partait directement de Marseille et arrivait en fait à Lyon et ne passait plus par Beaucaire. Le Gard s'est fait un peu oublier finalement dans l'industrie textile du fait de ces réseaux de transport qui ont changé. Il y a eu ça, il y a eu en fait plein de facteurs encore différents, c'est-à-dire que le Gard donc n'était plus assez compétitif aussi, en tout cas la France, parce que comme le savoir-faire était parti aussi donc à l'étranger, particulièrement à Londres, les Anglais qui avaient développé avant nous la révolution industrielle ont été plus rapides, et surtout c'était un petit peu comme la Chine actuelle, c'est que les Anglais fabriquaient leur tissu moins cher qu'en France et ont rapidement effacé tout ce qu'il y avait ici. Une longue page d'histoire du jean, de la toile s'éteint, et toi tu as envie de la rallumer. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'avoir cette idée? Bon, après c'est vrai que sur le coup je me dis que j'étais un peu fou, mais heureusement, parce que c'est quelque chose, c'était assez compliqué à mettre en place, parce que bon, moi j'y connais rien dans la toile, j'y connaissais rien. Et sur autre chose, j'étais sur la toile, mais c'était la toile web. Je m'occupais de développer avant des sites internet. Jeu de mots. Et tandis que maintenant, je voulais quelque chose d'un peu plus concret, de la toile en fait qu'on puisse toucher. C'est un univers que tu ne connaissais pas du tout, mais tu as eu envie de te lancer dans cette aventure. J'ai eu envie déjà de me lancer, d'essayer de reprendre par exemple la chose la plus symbolique qu'il y avait à Nîmes, c'était la toile de Nîmes. Parce que ce que je voulais, c'était essayer de relancer un peu l'industrie textile qu'il y avait à Nîmes. Et la chose la plus simple, entre guillemets, c'était de pouvoir en fait communiquer sur le de Nîmes, parce que beaucoup de gens connaissent l'histoire. Alors quand je dis beaucoup, à mon avis, il doit y avoir 2-3% de la population française, mais c'était quelque chose d'autrement symbolique, et c'est vrai que j'avais travaillé quand même pendant quelques années sur Paris. J'ai décidé de rentrer dans le sud pour des raisons principalement parce que je m'ennuyais un peu sur Paris, et j'avais envie de pouvoir bouger plus facilement. Puis surtout, en fait, quand on est à Nîmes, on monte un peu dans les collines, et puis on voit l'horizon, et c'est ce qui me manquait en fait. Et c'est vrai qu'en revenant à Nîmes, je me suis dit, cette idée que j'avais en tête déjà depuis un petit moment, pourquoi pas la concrétiser, et c'est parti de là. C'est parti. Ça a commencé en quelle année? Le début le point zéro de ton projet. Alors le point zéro, j'ai commencé à y réfléchir en 2014. Donc il a fallu en 2014 créer une société pour pouvoir en fait avoir un cabis, des numéros en fait de SIRET, pour pouvoir commencer en fait à démarcher des ateliers, démarcher en fait des fournisseurs. Parce qu'à Nîmes, il faut savoir qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'ateliers de fabrication,
C'était juste en fait des ateliers de retouche. Il y avait plus de tissage, plus personne en fait n'était lié au textile. Plus de savoir-faire, peut-être. Plus de savoir-faire, Ouais. exactement. Et puis chemin faisant, donc bon, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit quelle est la meilleure approche pour essayer de relancer la toile. Parce qu'en fait, bon, la toile, la plupart des gens l'utilisent pas. Ce qui était le plus intéressant et important, c'était de valoriser ça en jean, en pantalon, pour que les gens puissent voir en fait ce qu'on faisait. Donc j'ai commencé à travailler avec des ateliers en France, à Marseille, à Bobigny, sur de l'assemblage de toiles qui venaient d'Italie. Et ça nous a commencé en fait à nous faire connaître un peu, et puis surtout à expliquer à nos clients que s'ils achetaient ces pantalons, nous on leur disait voilà, c'est pas des pantalons qui sont faits à Nîmes. On leur expliquait vraiment que s'ils achetaient ce pantalon, ça permettait en fait ça nous permettait de pouvoir investir dans notre atelier et petit à petit acheter des machines et mettre tout ça en place. 7 ans au total, depuis le top départ en quelque sorte. Des hauts, des bas également. Oui, des doutes oui. de temps en temps. Oui, comme des satisfactions par ailleurs. Oui, c'était quoi les grandes étapes durant ces 7 ans pour parvenir aujourd'hui à une année majeure? Parce que là, tu vas passer dans une phase industrielle. Ça va être une autre musique. Quelles ont été les principales étapes de ces 7 années passées? Déjà, la principale étape, ça a été en 2016 où on a commencé en fait à vendre nos pantalons, à se faire connaître. Donc ça a été la première phase. Ensuite, après, en 2018, on a ouvert notre magasin à Nîmes. 2019, on a fait, en fait, dans 2018, on a fait aussi un financement participatif pour mettre ça en place. Et des participants de cette phase de crowdfunding de l'époque, ici, non? Oui, heureusement, parce que sinon je me serais fait taper. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a toujours pas livré les pantalons. Guillaume, je t'ai jamais frappé. Ah oui, c'est vrai. T'es d'accord? Non, je suis d'accord. Mais je serais heureux d'avoir le jean quand il arrivera. On a eu. C'est vrai que je suis médisant parce qu'on tous nos, on l'avait fait sur la plateforme KissKissBankBank, oui. Et tous tous les participants ont quand même été relativement conscients que le projet était compliqué et très patient. D'ailleurs, ça fait partie aussi des débats. C'est-à-dire que quand on a lancé le financement participatif avec mes deux associés, donc Clément et Anthony, en fait, on n'était pas vraiment conscient de l'ampleur du travail qu'il y avait. On pensait que il suffisait d'acheter un métier à tisser, que ça allait être assez simple à mettre en place, mais le tissage, c'est drôlement compliqué. Et donc voilà, donc ça fait partie aussi des débats qu'on a eu, c'est-à-dire que les métiers à tisser qu'on avait achetés, ils n'étaient pas en super qualité. Donc il a fallu essayer de trouver des pièces pour les retaper, essayer surtout aussi de trouver le savoir-faire, parce que moi j'y connaissais rien du tout, et à mettre un peu les mains dans le cambouis, comme on dit. Et donc ça, c'était une étape qui nous a pris donc de 2018 à 2020, où en fin 2020, on a commencé à tisser nos premiers mètres. Donc ça a mis du temps. J'ai eu de la chance dans mon malheur, on va dire, ça aussi a fait partie des hauts cette fois-ci, de trouver en fait deux retraités du textile, Alain Beauchemin et Lucien Bialik. Ils travaillaient dans le textile dans la région Rhône-Alpes. Ils s'occupaient de mettre en place des métiers à tisser. Et eux m'ont permis en fait d'accélérer sur le projet, c'est-à-dire qu'ils m'ont expliqué déjà comment démonter un métier, comment mettre en place les pièces, et surtout comment tisser. Et donc fin 2020, on a commencé à tisser nos premiers mètres, et on a commencé vraiment la phase, je vais pas dire industrielle, parce que pour l'instant ça reste quand même encore artisanal, mais en mars-avril à peu près. Et donc avec toujours finalement, si je comprends bien, le financement du projet, de ces étapes, par les ventes de jeans qui, elles, étaient opérantes depuis 2016. C'est ça, ouais. Donc en fait, on s'est financé grâce à ça. Donc grâce aux clients qu'on a directement dans notre boutique, aux clients sur le site internet, mais aussi grâce à des magasins, parce qu'en fait, on travaille avec des distributeurs. Là, par exemple, on travaille avec une petite dizaine de distributeurs en France. On travaille avec le Printemps, la Samaritaine à Paris, et d'autres magasins qui sont à Toulouse, Bordeaux, etc. En fait, plutôt dans le sud. Et et ça nous permet en fait de pouvoir lancer des productions, et puis surtout après d'acheter des fils, et puis de payer la location de l'atelier, tout ce genre de choses. Sur Montpellier, ouais, on est distribué au 609 RBC,
et chez People's Rag, qui sont situés rue de l'Argenterie. Et puis maintenant également, juste de l'autre côté du mur, dans le grand magasin. Très bien. Pas encore? Bonjour. Ah, ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Oh, si, j'en veux. On suit. On suit. Tu nous as fait la gentillesse d'amener cette machine. C'est pas rien parce qu'il t'a fallu un sacré temps consacré au démontage, au remontage, et il faudra redémonter et redémonter pour venir faire une démonstration, vous faire profiter finalement de ce qui est le geste de base du tissage de Nîmes. Mais avant d'y venir, juste sur cette année qui marque le début d'une fabrication industrielle. Il y a quelques photos que l'on voit sur les réseaux sociaux que tu produis. Les ateliers de Nîmes, il y a toujours le magasin en plein centre de Nîmes, évidemment, mais ça devient vraiment un atelier de fabrication avec une machine. La production, c'est parti? La production, donc nous, de la toile est partie. On a commencé à envoyer les rouleaux, les premiers mètres. Donc là, actuellement, on travaille avec un atelier dans le nord du Portugal sur l'assemblage des pantalons. Et donc les premiers pantalons arriveront d'ici fin novembre. Voilà, premier pantalon en toile de Nîmes. Grande satisfaction des contributeurs du crowdfunding également. Exactement. Ils sont très très heureux. Tu nous expliques quels sont les principes finalement de la fabrication de cette toile, peut-être à travers ce métier que tu as apporté. On est un peu nombreux par rapport au fait d'être tous autour, mais quels sont les grands principes de fabrication, le temps que cela prend, notamment d'un point de vue industriel également? Alors, oui, en fait, il y a quelques images qui tournent en boucle ici. Là, vous avez les images de notre métier à tisser industriel qui fonctionne. Dans le tissage, voilà, ce que vous voyez taper, ça c'est le battant, en fait, le peigne du métier à tisser. Ce peigne, en fait, se retrouve ici, sur le métier manuel. Donc, c'est assez simple parce que c'est exactement le même principe que en mode manuel qu'en mode industriel. On dispose d'une chaîne qui est bleue. C'est pour ça qu'on appelle le tissu chaîne et trame, et la trame qui est blanche ici. Le battant en fait qui vient taper les fils pour créer le tissage. Là donc on a soit une navette manuelle, soit une navette. Ça je peux la faire passer. Ça c'est sur on a un métier à navette aussi, donc c'est le fil de trame qui fait les va-et-vient de gauche à droite. Et là sur cette machine, c'est pas une navette, ça s'appelle des lances. En fait, c'est des lances. Il y a une lance qui part à gauche qui amène le fil écru et une lance qui part à droite qui vient rechercher. Et c'est comme ça en fait que la toile se fait. À chaque fois en fait, donc il y a des dispositifs, c'est-à-dire qu'il y a des cadres. Nous on fonctionne sur ce métier-là avec 12 cadres. Bon là il y en a que 4. Mais ces cadres, en fait, permettent soit pour que la trame puisse passer, en fait, à travers l'ouverture qui est faite. Et à chaque fois, donc, en fait, le fil passe, il y a une nappe de fil qui se lève, le battant vient taper, et une nappe de fil qui descend et qui se relève, en fait. Ça fonctionne un peu comme... voilà, là, vous les voyez ici sur la vidéo, les cadres. Alors, est-ce qu'il y a un tissu de Nîmes ou est-ce qu'il peut y avoir une variété de tissus fabriqués? Alors en fait, normalement, il y a un tissu de Nîmes, puisque normalement, ce qu'on appelle le de Nîmes, c'est du tissu qui la chaîne est bleue et la trame est blanche. Après, il y a d'autres tissus, mais qui sont sergés, où en fait, on peut avoir du sergé noir, du sergé blanc, du sergé de toutes les couleurs. Mais vraiment, le de Nîmes, c'est ce qui a donné en fait son nom au de Nîmes qu'on connaît actuellement. C'est teinté indigo et la trame est crue. Alors, tu parlais tout à l'heure des savoir-faire textiles qui avaient disparu de la région, au moins au niveau du Gard. Tu as pu reconstituer une machine avec moult difficultés d'un point de vue des pièces diverses et variées. On avait suivi effectivement les actualités à travers tes réseaux sociaux. Qui fait aujourd'hui fonctionner cette machine? Alors, cette machine, c'est moi qui l'ai fait fonctionner parce que ça fait partie aussi de ce que je voulais, c'était le savoir-faire. Bon, vu qu'à Nîmes, il n'y a plus personne qui le sait, bon, autant essayer de le faire. Et donc, bon, voilà, en mettant les mains dedans, on apprend. Moi, j'ai toujours Alain, ça s'appelle Alain Beauchemin, qui est du côté de Sommières, qui vient m'aider de temps en temps quand j'ai une colle ou quoi. Parce que c'est vrai que parfois, le métier à tisser, comme c'est un métier à tisser qui a 30 ans, parfois, il y a des pièces qui se détachent un peu, des vis, etc. Et s'il y a un truc qui
qui déconne, voilà, on va dire, c'est que s'il y a quelque chose qui va pas, bah, ça peut avoir en fait des répercussions sur tout le métier à tisser. Et c'est important de savoir un petit peu où est-ce qu'on met les mains et savoir quelle pièce ne va pas. Donc généralement, moi sur le métier à tisser, je le fais fonctionner pendant 1 mois. Et sur 1 mois, il y a à peu près 1 semaine où je le mets en mode révision, c'est-à-dire en fait que je vais récupérer, je vais voir toutes les pièces si ça fonctionne. Hein, et ça, ce qu'il y a de bien, c'est que ça me permet en fait de connaître la mécanique sur le métier à tisser. Et finalement, bon, quand on aura l'occasion d'en acheter un neuf, ça sera, je vais pas dire simple, mais au moins je saurai faire. Et ça, c'est vrai que j'avais à cœur d'apprendre et de comprendre le fonctionnement pour pouvoir après sans doute l'expliquer à quelqu'un et le transmettre. Quelles sont les autres composantes de l'équipe Atelier de Nîmes? Il y a donc ces 2 retraités qui ont eu cet acte de transmission de savoir-faire, Voilà. finalement. Il y a toi qui es au centre. Quelles sont les autres composantes de l'équipe? Alors après, donc j'ai Anthony Dubos, donc ça c'est un de mon premier associé, qui lui s'occupe de tout ce qui est commercial. Lui a travaillé déjà pour des marques comme Lee Cooper. Là, il travaille il est distributeur pour certaines marques. Et il connaissait donc le réseau de distributeurs avec lesquels on travaille. Et il connaît un peu voilà tout ce qui est un peu plus mode, il sait les tendances. Donc c'est lui qui nous permet en fait de faire les collections. Donc il s'occupe de la partie commerciale des collections. Ensuite après j'ai Clément Payen qui lui s'occupe de tout ce qui est communication visuelle. Donc, il nous fait les logos, il nous fait les étiquettes, tout ce qui touche en fait à l'image. Et dernièrement on a Célia qui travaille maintenant au magasin, qui me permet en fait parce qu'en fait moi au moment je travaille aussi au magasin et maintenant ça me permet de pouvoir travailler sur le métier à tisser et d'avancer un peu plus rapidement. Tu as évoqué tout à l'heure quelques circuits de commercialisation des jeans, donc depuis 2016 et puis maintenant dans des nouvelles versions qui vont arriver avec le denim, Voilà. vraiment. Comment est-ce qu'on parvient à se faire reconnaître, accepter par des grandes enseignes que tu as citées quand on est un tout jeune entrepreneur dans un métier qui n'est pas son métier d'origine et qui commence tout juste à vendre quelques jeans? Compliqué ça. C'est compliqué, c'est vrai, parce qu'en fait, bon, j'avais quand même l'expérience d'Anthony qui connaissait un peu les magasins, mais c'est vrai que une marque partie de zéro et essayer de la distribuer, c'est pas simple, c'est même très compliqué. Nous, ce qui nous a aidé, d'une, il y a le renouveau de tout ce qui est made in France ou made in local, qui est important, et en plus, c'est notre projet. C'est-à-dire que quand on voit maintenant le métier à tisser tourner, je demande souvent aux clients, les clients ne regrettent pas du tout. Déjà, ils regrettent pas leur achat parce qu'en fait, leurs pantalons sont costauds. Mais quand ils voient le métier à tisser, c'est ça qui importe, c'est que j'allais dire, on est une des rares marques en fait à vraiment à produire notre toile, à avoir en fait un atelier. Il n'y a pas énormément de marques en France en fait qui ont cette possibilité de créer et d'avoir cette plus-value, parce que nous, ça fait partie aussi de la plus-value de la marque. On n'est pas juste une marque, en fait, c'est ça. Même quand j'ai expliqué aux gens, c'était le projet Atelier de Nîmes, c'était quelque chose qui allait au-delà en fait d'une marque. C'était pouvoir ramener du savoir-faire, de l'expérience, et puis de servir peut-être de locomotive aussi pour d'autres. Alors pour l'instant, bon, je vais pas avoir la prétention d'être une locomotive, mais c'était ça qui importe. Et c'est vrai que ça importe aussi donc nos distributeurs, nos clients quand ils viennent acheter le pantalon, de voir finalement ces évolutions. Et par exemple, on a nos premiers clients qui ont commencé en fait à nous acheter des jeans en 2016. Sont fidèles et sont extrêmement contents quand ils voient que ça a servi à ça. Voilà. C'est ça. Alors c'est cocorico, effectivement, mais ça pose la question des labels divers et variés qu'il y a, la dénomination même de Made in France, les labels divers et variés qui revendiquent du fabriqué en France. Quelle importance y accordes-tu et quel choix as-tu envie de faire en termes d'attribution de labels? Est-ce qu'il y en a que tu vises en fait dans ta stratégie? Bon, pour l'instant, bon, moi, il y a des labels qui me font rêver, qui sont intéressants, comme le label EPV, Entreprise du patrimoine vivant, oui, tout à fait. qui pourrait être intéressant à mettre en avant. Alors, nous, on sur la toile, donc, on travaille tout ce qui est sur la toile, en fait, c'est donc tissé en France. On travaille encore
avec des fabricants italiens pour nos jeans stretch. Et nos jeans sont assemblés en ce moment, parce qu'en fait, on travaille avec différents ateliers, mais en ce moment, c'est assemblé voilà, au nord de Porto, au Portugal. Donc bon, voilà, on n'est pas made in France, mais ce qu'on avait, c'était, on voulait travailler quand même assez, d'un point de vue assez local. Et c'est vrai que bon, le label, moi, ce qui m'intéressait, c'était ce label en EPV. Pourquoi pas peut-être un jour avoir un label France Terre Textile. Mais bon, pour l'instant, avec un métier à tisser qui tourne, c'est que c'est compliqué à mettre en avant. Mais Il y a quelques entreprises de la région qui sont déjà entreprises du patrimoine vivant et qui en sont très très satisfaites de par l'image que ça procure, voire même des visites industrielles, des visites dans leur site industriel. c'est ça. D'ailleurs, c'est sympa. En fait, j'ai beaucoup de clients qui souhaitent visiter le métier et l'atelier. L'atelier, ouais. Et c'est des choses qu'on a envie de mettre en avant. D'ailleurs, on a l'Office de tourisme de Nîmes et Nîmes Métropole qui sont intéressés par faire un circuit, aller boire du vin et venir... Non, plutôt aller voir le métier à tisser et après boire du vin. Parce que bon, pour l'instant, c'est vrai que comme notre métier à tisser est un peu vieux, niveau sécurité, c'est pas encore ça. Donc, faire attention. Aujourd'hui, les ateliers des ateliers de Nîmes, c'est quelle surface et vous êtes situé à quel endroit précisément? Alors nous, on est situé dans le centre-ville, bon, pas dans l'écusson même pour ceux qui connaissent Nîmes, mais on est à 20 minutes à pied du centre-ville, on est quartier Montory. Alors c'était aussi quelque chose qui, pour moi, m'importait, c'était on voulait s'installer dans le centre-ville de Nîmes parce que c'était, on parle beaucoup de désertification des centres-villes. Nous, on voulait, voilà, notre rêve, ça serait un jour de pouvoir avoir un atelier vraiment en centre-ville avec des baies vitrées pour qu'on puisse voir en fait nos métiers à tisser. Mais voilà, nous c'était important en fait de s'installer en centre-ville. On a le magasin aussi qui est en centre-ville. Je ne sais plus après de quoi tu... Non, c'est cette localisation, mais je pensais à aujourd'hui, l'atelier là où il est situé, merci de l'avoir précisé. Ouais. Le quartier Montory, c'est vraiment juste à côté du centre-ville, clairement. Dans 3 ans, dans 5 ans, avec l'ampleur, on l'espère pour toi bien entendu, que prendra la fabrication, parce qu'il y aura des consommateurs, des clients pour tes jeans, ton atelier, c'est quoi? C'est quelle taille? C'est des embauches peut-être? Alors oui, forcément, il y aura des embauches. Notre atelier, pour l'instant, donc on a une surface de 200 mètres carrés à peu près. Donc sur 200 mètres carrés, on peut mettre 3 métiers à tisser, voire peut-être 4. On a un espace de stockage des pantalons, donc ça, à terme, on va en chercher un autre parce que ça devient un petit peu étroit. Et surtout, ce qu'il y a comme problème, c'est que, par exemple, pour les jeans écrus, comme il y a beaucoup de poussière dans l'atelier, ça met de la poussière sur les jeans. Bon, après, c'est un côté un peu artisanal, mais voilà. Donc à terme, voilà, on aimerait bien en fait faire une différence entre l'espace stockage, la toile, et peut-être qui sait un jour. Alors j'avais l'idée de faire un atelier de montage, mais autant travailler avec les nouvelles grisettes qui sont à côté. Mais ça serait vraiment en fait tout bâtir sur le tissage de la toile. Et rester ancré à Nîmes. Et rester ancré à Nîmes, voilà, parce que c'est vrai que bon, faire du tissage ailleurs, c'est pas le but. Et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est vraiment même l'installer en centre-ville, comme j'expliquais tout à l'heure, et avoir notre atelier en centre-ville qui puisse être plus facilement visitable, on puisse avoir des explications, et là, à ce moment-là, essayer de servir de locomotive pour pouvoir en fait accélérer sur tout ce qui est textile, parce que c'est vrai que le de Nîmes à Nîmes, on va dire, c'est la surface en fait qui est émergée de l'iceberg, parce que à Nîmes, il y avait énormément de textiles, il y avait la bonneterie, le dernier d'ailleurs qui est parti de Nîmes et qui est toujours dans le Gard, c'est Éminence. Il y avait Cacharel pour ceux qui connaissent encore. Il y avait plein de marques en fait, hein. Il y avait même des marques de jeans, hein, des marques de jeans comme s'il s'appelait. Il y avait quoi? Il y avait le jean Le Taureau, il y avait le McDohan comme jean, les jeans Arena. Il y avait énormément de marques de jeans en fait jusque dans les années début 90. Mais c'était sur des productions aussi énormes, hein. Par exemple, McDohan, je crois qu'il faisait dans les 5 ou 8 000 jeans par mois. Voilà. Nous, c'est pas encore ce qu'on fait à l'année, mais voilà, c'était ça, c'est 5 à 8 000 jeans par mois. Et tous les gens dans le coin s'habillaient local. Et je crois que en tant que dans les habitants chez les Nîmois, il y avait quasiment une personne sur 3 qui travaillait dans l'industrie textile ou associée en fait. Absolument énorme.
Le jean est évidemment le produit principal, le produit phare aujourd'hui des ateliers de Nîmes, mais est-ce que tu imagines l'usage du denim, de la toile, pour autre chose que la fabrication de jeans? Oui, forcément, parce que c'est vrai que bon, la toile, on peut l'utiliser, si vous n'avez pas peur d'avoir les mains bleues, vous pouvez vous la faire passer. Ça peut s'utiliser. Voilà, c'est des choses en fait auxquelles on a pensé, tout ce qui est veste, etc. Là, pour l'instant, c'est vrai qu'on avait mis toute notre énergie sur le tissage. Voilà, maintenant qu'on arrive, on va pouvoir développer un petit peu la collection et travailler voilà sur autre chose. Donc ça va être forcément un axe en fait à mettre à accélérer. Surtout aussi, je vais pas dire parce qu'on a une gamme femme, mais on aimerait bien aussi accélérer sur la gamme femme. Pour tout simplement que tout le monde puisse s'habiller chez nous. Voilà. Et je repense au circuit de distribution. Tu viens du monde de la toile Internet, maintenant tu es dans le monde de la toile textile. Les ventes par Internet, c'est un vecteur de vente possible? Oui, c'est un vecteur en fait de vente possible. De toute façon, bon, nous jusqu'à présent, un jean sur 4 à peu près, on vend sur Internet. Le reste, en fait, on le vend en magasin. Ou chez déjà aujourd'hui? Ouais. Ah oui, d'accord. Donc, de toute façon, bon, comme beaucoup disent, Internet, c'est l'avenir. Et puis surtout, quelque chose qui nous permet de pouvoir vendre des jeans, par exemple, au Japon, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Après, dans l'idée, on a quand même toujours envie de travailler sur des boutiques physiques. Et parce que c'est quelque chose d'essentiel. Et puis ça va aussi dans le discours que j'avais tout à l'heure sur la désertification des centres-villes. L'important, c'est de pouvoir en fait avoir un point physique pour pouvoir en fait aller acheter quelque chose. Et ça, je pense que ça fera en fait partie d'une adaptation future de beaucoup de commerces. D'ailleurs, on parle que beaucoup de commerces en fait ferment. Je pense que dans l'avenir, en fait, dans les commerces de centre-ville, donc soit ça va être peut-être un peu plus haut de gamme ou un peu plus local ou quelque chose comme ça. Et peut-être que des commerçants, des distributeurs qui distribuaient plusieurs marques, vont peut-être se mettre à faire leur propre marque. Un petit peu comme ce qui se faisait dans les années 70, où il y avait certes des distributeurs, mais les gens fabriquaient eux-mêmes leurs vêtements. Alors, vous avez sûrement des questions à poser à Guillaume. On va profiter effectivement de ce premier atelier conférence organisé par les Nouvelles Grisettes. Mais justement, tu es aujourd'hui dans les locaux des Nouvelles Grisettes à Montpellier. Comment s'est faite la connexion avec l'équipe des Nouvelles Grisettes et ta motivation à venir ici aujourd'hui? C'est Richard en fait que j'avais rencontré déjà il y a quelques années quand tu travaillais encore sur les chemises. On s'est rencontrés et puis bon, on a toujours gardé le lien puisqu'on est tous les deux des passionnés en fait de vêtements et de savoir-faire local aussi. Et c'est vrai que la connexion, on grandit tous les deux donc d'un côté et de l'autre de Vidourle. Mais c'est sur des structures qui sont complémentaires et c'est ça en fait qui peut être intéressant par la suite de continuer à mettre en avant. Mais on demandera tout à l'heure à Muriel effectivement la démarche des Nouvelles Grisettes par rapport au territoire dans son ensemble, parce qu'on est à Montpellier, mais ça rayonne très très large. Un grand merci Guillaume pour ce temps que tu accordes, pour tout le travail, pour apporter ce métier-là. Je t'en remercie éminemment. Vous avez sûrement des questions. Allez, je vais vous tendre le micro, comme ça tout le monde entendra bien et ça passera à l'enregistrement. Bonjour. Bravo. Merci. Je serais intéressée de savoir si vous avez déjà été sollicité par des peintres. Est-ce qu'on peut peindre sur la toile que vous faites? Je l'ai touchée, je l'ai mesurée, parce que je fais 1m60, donc je crois qu'elle fait 1m50. La laie, c'est ça? Oui, la laise en fait est un peu plus petite, parce que Ouais. la toile, comme elle a été symphorisée, D'accord. j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, en fait, j'ai vu que c'est assez épais, et je ferais bien un essai dessus. Si vous voulez, je pourrais vous en passer un petit morceau. Ouais. Ouais, d'accord. Merci. De rien. Je vous donnerai le résultat. Avec plaisir. On a déjà eu quelques peintres aussi qui ont déjà peint. Alors c'est surtout sur l'envers, parce que l'envers, la partie blanche, voilà, la partie écrue. Hop, je viens à vous. Bonjour, j'ai une petite question, enfin c'est peut-être une question bête, mais en fait là c'est du coton, donc on est sur la production, on veut aller vers du local, voilà. Et je me suis demandé, est-ce que
du coup, le serger, c'était envisageable de travailler avec du lin, par exemple? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez et voilà, ou sur lesquelles il y a des possibilités? Alors exact, c'est des choses en fait auxquelles donc, bon, on y a déjà réfléchi. Alors j'ai déjà testé sur le métier à tisser le tramé en lin. Alors le problème du lin, c'est que ça donne beaucoup de poussière. Et actuellement, bon, le métier à tisser n'est pas encore adapté. Il va falloir qu'on en achète un autre, un plus neuf, qui puisse en fait vraiment traiter ça plus facilement. Parce que là, je vais vous passer aussi les fils. Donc ça, c'est du coton. Là, nous, on travaille sur des fils qui sont doublés. Comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, c'est que l'intérêt de travailler sur des fils qui sont doublés, on appelle ça retors, c'est que le fil est plus résistant en fait à la tension. Quand le métier à tisser, en fait, le battant du métier à tisser vient tendre les fils, le fil casse pas. Et dans l'industrie classique, en fait, ce fil c'est du fil monobrin et les industriels ils mettent de la colle dessus. Nous, sur notre toile, en fait, les fils sont pas encollés, donc ça nous évite après de nettoyer, qui permet de faire des économies d'eau, mais surtout en fait de solvant. Voilà. Et c'est vrai que bon, dans l'idée de faire du local, nous, notre rêve, ça serait de refaire de la toile de Nîmes comme elle était faite il y a 300, 400 ans à peu près. C'est que c'est de la faire en fait en laine et en soie. Parce qu'en fait, à l'époque, la toile de Nîmes était faite en laine et en soie. C'était de la laine qui venait des Cévennes. Non, de laine qui venait en fait soit des Cévennes et laine en fait du côté d'Arles. Et bon, il y avait aussi de la laine quand même dans les Cévennes, mais ça serait essayer de retrouver ce côté un peu plus historique. Alors après, pour l'instant, c'est aussi des étapes à mettre en place, mais ça sera vraiment le côté très local. Le projet n'en est qu'à ses débuts finalement encore. Oui. Oui, une belle aventure. Oui, bien sûr. Merci. Du coup, vous produisez que pour votre propre production ou vous vendez aussi le tissu? Alors, pour l'instant, en fait, on produit que pour nous parce que, bon, comme on n'a pas des gros volumes de production, nous, à terme, ce qu'on aimerait bien, c'est tout en fait. On travaille encore avec de la toile, donc qui vient soit d'Italie, soit des Vosges, donc soit aussi la toile qu'on a, et on aimerait bien, en fait, à terme, pouvoir tout faire à Nîmes. Et ça va prendre encore du temps, mais voilà, c'est pour ça que pour l'instant, nous, on vend pas notre toile. Et comment vous dessinez vos collections? Alors, bon, pour dessiner les collections, bon, après, le pantalon reste assez simple, c'est un jean classique. Donc, nous, on travaille avec des ateliers, des bureaux d'études en externe. Et là, actuellement, bon, on travaille avec des bureaux d'études directement avec l'atelier au Portugal, parce qu'en fait, eux, ils savent un peu mieux par rapport aux valeurs de couture, etc., en fait, sur leur propre machine. Donc, on travaille en fait directement avec eux comme ça. Et ça, tout ce qui est plus Anthony, mon associé, qui s'occupe de ça. Ça change à quelle fréquence une collection dans le jean, dans les jeans des ateliers de Nîmes? Bon, le jean, grosso modo, nous, on essaie de faire évoluer un peu les pantalons en termes de coupe, en termes de forme. Bon, grosso modo, ouais, nous, on les a fait évoluer à peu près. Tous les ans, ça évolue un tout petit peu, mais ce qui évolue surtout, c'est le choix des matières, le choix des fils aussi, parce qu'en fait, tout ce qui est fil couture. Après, bon, ce qui est assez simple, le jean, c'est que c'est pas vraiment un produit de mode, donc en fait, on le change pas beaucoup. Voilà, ça a ce côté indémodable. Après, bon, c'est aussi en fonction des coupes. Là, en ce moment, c'est plus sur des coupes qui sont très larges, c'est des coupes qui reviennent à la mode. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que pour nous, ça nous arrange parce que comme on fait que du 100% coton, c'est plus agréable de porter une coupe large qu'un skinny. Voilà. Absolument. Vous avez une question? Et les ateliers tufferie à Florac, ils font comme vous? Ça vous en êtes inspiré? Alors, ateliers tufferie, en fait, c'est plus du montage de pantalons. Nous, ce qu'il y a, c'est... Pardon? Non. C'est uniquement voilà, du montage de pantalons dans leur atelier à Florac. Nous, en fait, nous, ce qu'on voulait mettre en avant, c'était plus le côté historique de toile et sur le tissage. C'est ça, en fait, voilà, la principale différence. Après, c'est vrai que nous, on fait assembler nos pantalons ailleurs. Voilà.
Alors, d'une, les ateliers Tuileries, je crois qu'ils travaillent pas parce qu'on avait un moment, ils fabriquent pas ils fabriquent que pour eux. Et nous, en fait, on a choisi le Portugal. C'était vraiment pour des raisons, alors ça va peut-être vous étonner, mais des qualités. Bon, même, je pense pas que le Portugal vous étonne en termes de qualité parce que c'est un pays quand même qui est reconnu. Mais on a travaillé pendant longtemps avec des ateliers en France. Et collection après collection, en fait, on était à chaque fois déçus de la qualité des produits. Les rivets étaient mal placés, les coupes il y avait des problèmes. Souvent, en fait, il y a des étiquettes qui étaient coincées en fait dans les rivets. Quand on essaie de faire quelque chose de qualitatif, ça va pas. Donc, on a eu l'occasion d'être approché par un atelier au Portugal, un atelier familial, et ça s'est super bien passé. On communique en anglais. D'ailleurs, il va falloir bientôt que je me mette au portugais, mais c'est quand même assez compliqué maintenant. Et je préfère en fait apprendre sur le métier à tisser. Mais c'est vrai que c'est au final, ouais, je pense qu'on refera des collections Made in France, mais c'est vrai que j'ai voilà, aux nouvelles grisettes. Mais je me suis beaucoup attaché en fait à cette équipe au Portugal et c'est vrai que je pense qu'on continuera vraiment à travailler avec eux, ouais, par la suite. D'autres questions? Elles ont déjà été nombreuses. Oui. Bonjour. Bonjour. Donc, oui, moi j'ai vécu 15 ans au Portugal, donc vous êtes où, vers Guimarães ou Braga, non? À Barcelos. Barcelos, Ouais. c'est par là. Oui, oui. Je voulais juste savoir, donc moi je connais pas la collection, il y a femmes, hommes, enfants ou... Alors, il y a femmes et hommes. Donc, pour l'instant, on a 3 coupes hommes, 3 coupes femmes. Pour la femme, il va falloir en fait en sortir encore 2 autres. Parce que les femmes, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai. C'est juste pour le jean, pas en Pour général. le jean, pas en général. Voilà, c'est juste pour les pantalons. Mais c'est vrai que voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment développer, même pour les hommes. Hein. Ce qu'il nous faudrait, c'est une 4e coupe. Mais voilà, progressivement, voilà, c'est essayer de décliner l'univers du denim sur autre chose aussi, sur plein de comme j'expliquais, sur des vestes, sur essayer d'avoir un vestiaire un peu plus grand. Ameublement? À l'heure actuelle, en fait, on a 3 coupes hommes et 3 coupes femmes. Voilà. Juste une petite question pour savoir si vous avez été contacté par des entreprises en France, enfin par des marques qui étaient intéressées par votre toile pour faire leur propre jean. Oui, on a été contacté. Bon, après, voilà, c'est toujours la même réponse, c'est que pour l'instant, comme on n'a pas de volume assez suffisant. Alors après, nous, ce qui nous intéresserait plus, c'est de travailler avec des marques, mais plus en tant que collaboration. Voilà, à disposition de notre toile, un petit peu comme un label. J'expliquais un peu comme le label Gore-Tex, c'est-à-dire que voilà, là, ça serait une toile de Nîmes, mais c'est du co-branding, voilà. Et parce que c'est vrai que bon, on a eu quelques articles de presse et on a eu beaucoup de retombées, beaucoup d'acheteurs textiles dans de nombreuses marques en fait sont venus nous voir. Et après voilà, peut-être un jour, si on a l'occasion d'avoir en fait plus de métiers à tisser, ça sera aussi peut-être qu'on abandonnera carrément les pantalons et on fera que de la toile. Mais bon, c'est autre chose aussi. Bien, si les questions sont épuisées, eh bien, juste, mais je vous en prie, profitons-en. Une proposition, en fait. Est-ce que ça vous intéresse? Miaou, miaou. Est-ce que ça vous intéresse? Je dois avoir un jean qui date des années 80. Et donc voilà, je veux bien le prêter ou vous le montrer si ça vous intéresse de voir un peu la coupe. C'était la coupe années 70, pas de def, etc. quoi. Si ça vous... Avec plaisir, oui. Il y a un musée du jean à Nîmes? Alors oui, un musée du jean, c'est un bien grand mot. C'est une petite pièce en fait où il y a des explications de ce que c'était le serget. Il y a quelques petits échantillons de toiles qui étaient tissées à Nîmes autour du XVIIe, XVIIIe siècle. Et puis il y a toute l'histoire textile de Nîmes. Mais d'ailleurs, je crois que la mairie souhaiterait un petit peu le relooker et y mettre une place un peu plus importante sur le textile et en particulier sur Nîmes.
Il t'arrive comme aujourd'hui d'aller expliquer l'histoire de la toile, l'histoire de ton aventure d'entreprise également. Et Oui, auprès ça- de quel public? Hmm. Auprès de quel public est-ce que tu fais ça? Bah, auprès de public un peu tout, des institutionnels, des sociétés, des gens intéressés aussi par le textile. Parce que c'est vrai que moi, avant de faire de travailler en fait dans l'univers du web, j'avais fait des études en fait en histoire et en sciences politiques, et tout ça, ça m'avait permis en fait de pouvoir me servir de ce que j'avais appris à l'université. Parce qu'avant, en fait, entre 2014 et 2016, sur Atelier de Nîmes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait beaucoup de recherches en fait pour éviter de raconter trop de bêtises, pour expliquer, voilà. C'est pour ça que dans l'histoire de la toile de Nîmes, moi je ne dis jamais que la toile de Nîmes a servi au premier jean Levi's. Ça, on le sait pas et on le saura jamais parce que les archives de Levi's sont brûlées en 1909, donc on ne sait pas si cette toile de Nîmes a vraiment servi. Ce qu'on sait juste, c'est qu'il y a eu, comme je l'explique au début, c'est beaucoup d'échanges civils de gens qui sont partis à l'étranger et qui ont amené ces savoir-faire. Parce que la toile de Nîmes, jusqu'à les premiers jeans qui sont revenus en France dans les années 50, c'est les militaires américains qui ont ramené les premiers jeans. Pendant longtemps, nous, on savait plus ce que c'était la toile de Nîmes. C'est bon de rappeler cette mémoire, de la réveiller quelque C'est part. ça, Et c'est ouais. ce que tu fais. Et puis en vrai, avec ces jeans, les magasins, tu les as cités tout à l'heure. La vente en ligne existe. Bientôt, on peut l'espérer. Donc, dans le grand magasin juste à côté, ça serait quand même assez bien et Ouais. assez logique. Ce serait chouette, ça, d'arriver à ça. Hein? Exact. Ok, parfait. Ah, encore une question. C'est extraordinaire. Oui, tout à l'heure, vous avez passé le tissu, enfin le jean. Oui. Pourquoi vous nous avez dit qu'on pouvait avoir les mains bleues? Parce qu'il n'y a pas d'après, c'est apprêté après? Enfin, Parce qu'en fait, voilà, moi volontairement, on n'a pas mis parce que sur les toiles, et c'est aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que dans l'industrie textile, 99,9% du tissu jean est nettoyé en fait. Et nous, ce qu'on fait, c'est que comme on n'a pas de colle, on n'est pas obligé de nettoyer la toile parce que c'est des solvants, c'est pas bon. Donc ça, cette toile en fait est vraiment brute de chez Brut. Et bon, certes, voilà, ça va faire les mains bleues, mais au moins, ça fait que les mains bleues, quoi. Ça n'aura pas trop de maladies plus tard. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que les jeans sont montés avec une toile brute. Et ce qu'on fait après, ce qui est plus simple, c'est de le délaver directement, en fait, avec directement monté. Et c'est d'ailleurs aussi une des raisons pour laquelle on reste au Portugal, c'est que là-bas, ils ont des bons délaveurs. Et nous, on est en train de faire tout délaver, soit nos jeans à l'ozone, soit avec des enzymes bio. Ça permet en fait donc de faire des économies d'eau et surtout en fait on a des économies de détergent parce que les petites enzymes qui viennent grignoter un peu l'indigo permettent en fait d'avoir finalement des jeans qui ressemblent à des jeans qui sont stonewashés et l'ozone, voilà, délavé. Et l'ozone, pareil, c'est un gaz qui permet de faire des économies d'eau, c'est-à-dire qu'on met l'ozone dans une machine, on met que 10% d'eau et ça permet en fait de délaver les pantalons proprement. Ça dégorge, voilà. Ça fixe la couleur. Alors après, sur l'indigo, la couleur est jamais vraiment fixée parce que c'est un pigment qui alors c'était une plante en fait jusqu'à parce que maintenant la teinture végétale existe quasiment plus. C'est un indigo de synthèse. Ça fait une très bonne couleur et puis mais c'est un colorant qui part assez facilement. Pour ça, en fait, qu'on se retrouve avec soit du coup les mains bleues, soit les jeans qui commencent à délaver. Et voilà. Parfait. Guillaume, un grand merci pour ta merci venue à toute aujourd'hui à l'équipe. Nouvelle Grisette, ce temps partagé. Merci Je vous aussi à propose vous de d'avoir l'applaudir écouté. pour deux raisons. Un, pour le remercier, mais la deuxième, c'est pour en fait t'encourager à persévérer dans cette aventure parce qu'elle n'est pas terminée, elle est sur une formidable pente et ça vous fera du bien de recevoir des applaudissements. Merci à toi. Ouais, merci Vincent. Merci. Alors, on va pas couper le micro parce que en fait, on improvise totalement, mais je propose à Muriel de le reprendre. Allez, ça marche. Puisque... Merci, hein, passionnant. Et excuse-moi, je t'ai coupé Vincent, mais passionnant. Et puis surtout, on ne verra plus nos jeans de la même manière.
On m'a soufflé récemment qu'il fallait attendre 1 an avant de laver son jean quand on l'achète. Voilà, pour créer les couleurs des plis, etc. naturellement. Donc moi, j'avais tendance à mettre mon jean tout de suite à la machine pour le faire dégorger. Et apparemment, ce serait une bêtise. Donc voilà, donc ne lavez plus vos jeans, quoi. Tu confirmes? Oui, oui, je confirme parce que en fait, le jean normalement c'est un vêtement de travail, donc bon, c'est sûr qu'il faut pas le porter en plein été pour transpirer dedans. Les vêtements de travail, ça se lave normalement. Hein, mais... Oui, mais un jean, c'est vrai que quand on le porte et qu'on transpire pas dedans, forcément, qu'on fait pas de traces de. Alors, il y a aussi des méthodes au congèle, parce que c'est vrai que en fait, ce qui pose le problème au jean, ça va être les bactéries, et ça va être en fait l'odeur que les bactéries donnent. Et beaucoup de gens soit le mettent au congélateur pour tuer les bactéries, mais à savoir en fait, qu'un jean, par exemple, qui n'est pas lavé d'1 semaine ou un jean qui n'est pas lavé en fait d'1 mois, il y a le même nombre de bactéries. Il n'y aura pas en fait une prolifération. Donc c'est pour ça en fait qu'on peut garder un jean pendant 1 an, et en fait, ça permet de casser un peu. C'est surtout en fait sur les jeans bruts. C'est sûr qu'un jean qui est vraiment délavé, ou même moi un jean beige comme ça, celui-là je peux pas garder 1 an parce que c'est impossible. Mais c'est surtout les jeans bruts. Et un jean brut, c'est, on va dire, les puristes aiment bien garder un jean brut, le casser un peu, et c'est comme créer ça tous ces plis qu'on a sur Exactement. nos jeans. Du coup, vous avez pensé que j'ai pas lavé mon pantalon depuis 1 an? Non, non. Et alors, ce jean-là, par exemple, pour vous donner un exemple, enfin, pour vous donner une anecdote, ce jean-là, c'est un jean, ça faisait peut-être 1 an qu'il était dans mon placard et que je le mettais plus parce que je l'avais usé à l'entrejambe. Et je l'ai ramené aux Nouvelles Grisettes. Et en fait, il y a depuis 15 jours, 3 semaines maintenant, on a une retoucheuse aux Nouvelles Grisettes. Et pour 20 €, je repars avec un jean. Du coup, ça m'évite d'avoir à racheter un pantalon. Ça veut dire que du coup, ça nous permet d'être toujours dans le principe du circuit court et de la seconde main, etc. Peux-tu en quelques mots nous dire le panel des services que l'on trouve aux Nouvelles Grisettes qui ont été inaugurés assez récemment finalement? Ouais, les Nouvelles Grisettes, donc on a fait notre inauguration il y a un peu plus d'1 mois, fin septembre. Il y avait déjà des choses qui existaient à l'époque et qu'on avait testé en fait dans nos anciens locaux et qu'on a pu continuer à expérimenter ici, puis à une échelle plus intéressante, plus grande. Je pense particulièrement à l'atelier de production, puisque c'est de là qu'est partie l'aventure, notre atelier de prod. Donc aujourd'hui, on a des marques régulières qui commandent dans notre atelier, pour qui on est l'atelier de production principal. En fait, je pense notamment à Petite Menotte, pour lequel on est actuellement en train de faire des productions toutes les semaines. Il y a donc l'atelier continue, il va, je l'espère, rapidement grossir parce qu'on attend de nouvelles machines pour pouvoir proposer plus de production et aussi pour accueillir des personnes en insertion de manière plus régulière. Donc ça fait partie aussi du panel. Alors c'est pas forcément un service qu'on rend aux gens qui viennent, c'est plutôt un service sociétal, d'accueillir des personnes en insertion, puisque en fait ce projet nous a permis aussi de découvrir que parmi les populations qu'on appelle migrantes, il y a beaucoup de gens qui ont appris à coudre et qui ont un savoir-faire qui parfois a été oublié en France, a été perdu en France, et que ces personnes en fait ont des difficultés à trouver du travail en France parce qu'elles maîtrisent pas la langue, parce qu'elles maîtrisent pas les codes de la société, etc. Donc elles pourraient pas trouver un emploi classique. Et c'est vrai que le fait de passer par nos ateliers, ça va permettre de faire des stages d'insertion, d'être entouré de couturières et de couturiers français, de manière à pouvoir progresser dans la langue, connaître les termes techniques, comprendre mieux le fonctionnement de notre culture en France, et de manière à ce que derrière nous, on puisse les recommander à nos réseaux de couturiers. On a eu le cas d'une jeune femme qui est arrivée en insertion il y a un peu plus d'1 an dans notre ancien atelier, qui avait fait quelques semaines de stage chez nous. Elle a été repérée par une couturière. Elle a fait du coup une année d'apprentissage et maintenant elle a signé un CDI. Donc voilà, ça fait partie des jolis essais qu'on peut transformer. Ensuite, on a des alternants aussi qui sont, on a une dizaine d'alternants, 2 dans l'atelier et les autres dans tous les services supports en fait qui sont proposés aux Nouvelles Grisettes. Donc ça, c'est vraiment la partie production. Ah, j'allais oublier, dans ce qu'on permet comme service en production, c'est pour les couturiers professionnels. Les couturiers pros peuvent venir louer nos machines à l'heure. C'est-à-dire que, par exemple, on a une machine pour poser les œillets. Et si un couturier professionnel montpelliérain ou
même pas Montpellierin, même s'il vient d'un petit peu plus loin, un couturier professionnel a besoin d'une machine, a besoin de poser des œillets sur sa propre production, il peut louer notre machine, il la réserve pour une demi-journée, une journée, 2 jours, et il peut venir ici faire sa production en fait sur notre machine. L'intérêt, c'est que ça évite d'avoir à racheter une machine ou de se brider dans sa créativité en se disant je mets pas de bouton pression sur ma création parce que j'aurai pas la production en interne pour pouvoir le faire. Donc ici, c'est réalisable. Fab Lab, finalement, de l'habillement. Exactement. Il y a un côté coworking. On est vraiment dans cette idée-là. Ensuite, dans les autres services qu'on va pouvoir trouver, donc si je reste sur la partie couture pure, ça va être les ateliers pour les particuliers. Donc, je pense notamment à la semaine prochaine, vous pouvez venir samedi prochain pour apprendre à fabriquer votre jean, pour apprendre à le coudre. Donc voilà, vous pourrez acheter du coup la toile à Guillaume. Vous pourrez la tisser ici d'abord, en partant tout à l'heure si vous voulez, mais et puis fabriquer vous-même vos pièces en jean. Donc voilà, donc ça c'est un atelier qui est vraiment pour les particuliers, pour les gens qui auront envie de s'essayer à le do it yourself, le faire soi-même. Donc des ateliers de ce type-là, on peut en avoir régulièrement sur plein de thématiques différentes. Par exemple, pour être capable de poser un billet. Alors si comme moi, vous ne savez pas ce qu'est un billet, j'ai découvert qu'un billet, c'est une pièce de tissu que l'on met tout autour. On a beaucoup ça sur les bavoirs, par exemple. Bavoirs de bébé, il y a un billet tout autour. Je me tourne vers Richard, est-ce que je ne dis pas de bêtises? Richard, ça va, donc... Donc voilà, donc entre autres, on peut apprendre à faire un ourlet, on peut apprendre à faire des choses plus ou moins basiques, et du coup avec les nouvelles grisettes. Pour le grand public, évidemment, il y a le magasin, les 250 mètres carrés de produits textiles fabriqués chez nous, en Occitanie. Le chez nous, c'est quel rayonnement? L'Occitanie. L'Occitanie, la région Occitanie. Alors, c'est des produits qui sont passés par l'Occitanie d'une manière ou d'une autre, parce que quelques produits sont du 100% Occitanie. Certains, ça va du mouton qui a grandi dans le Tarn jusqu'au pull que vous allez retrouver en vente ici. Mais pour la plupart de nos produits, il y a quand même eu quelques étapes qui ne sont pas forcément faites en Occitanie. Parfois, les textiles ne sont pas occitariens. Parfois, il peut y avoir une étape de production qui n'a pas été faite en Occitanie, mais qui a été faite en France. Donc voilà, le but du jeu, c'est quand même d'être qu'il y ait au moins la majorité des étapes de production en Occitanie. Il y a aussi de la seconde main. Alors ça, c'est pas forcément fabriqué en Occitanie, c'est le partenariat, le très très joli partenariat qu'on a avec Emmaüs. On est très fiers qu'Emmaüs nous fasse confiance dans ce partenariat. On a la chance de pouvoir aller ouvrir les cartons à l'arrivée des camions. On ouvre les cartons d'Emmaüs et on peut choisir un petit peu en avant-première les jolies pièces. On chine, on fait le travail que les particuliers pourraient faire en y passant beaucoup de temps. Nous, on le fait pour vous et du coup, on peut proposer ça directement dans le magasin. Et en fait, ce partenariat, l'idée, c'est vraiment de le positionner vraiment sur la longueur. C'est pas juste un one-shot au démarrage. À chaque fois que le pop-up store, c'est la partie du magasin qui est un petit peu détachée, qui est dans l'entrée. À chaque fois que cette partie-là ne sera pas louée à une grande marque, et ben du coup, ce sera dédié à Emmaüs, avec évidemment la recette une partie de la recette qui leur est reversée pour permettre à l'association de tourner. Dans les services que propose encore l'association, c'est déjà énorme. On en a plein. Il y a aussi toute la partie événementielle. Donc clairement, des conférences comme aujourd'hui pour permettre à tout un chacun de comprendre ce que c'est que le circuit court du textile, se rendre compte que depuis pas mal d'années maintenant, le prix d'achat de nos vêtements est totalement décorrélé du prix de production s'il était fait en France. Et je pense qu'il faut qu'on réapprenne à acheter nos vêtements plus chers. Il faut qu'on accepte d'en acheter moins, mais d'acheter mieux, d'acheter des vêtements qui permettent finalement aux gens autour de nous de pouvoir vivre de la fabrication et de la création de ces vêtements, de manière à ce que les productions puissent rester en France au maximum, et du coup se dire que c'est pas grave si on achète moins, et qu'il y a plein de pièces qui peuvent être intemporelles et qu'on pourrait utiliser plusieurs fois. Je pense que sur cette partie-là, il faut qu'on... Et c'est vrai pour bon nombre de produits de consommation. C'est vrai pour énormément de choses, tout à fait. Exactement.
C'est pour ça aussi qu'on met à l'honneur la seconde main en fait ici. Dans la partie événementielle, il y a des after-work régulièrement. Il y en a eu un pour le jean récemment. On fait des mois avec des thématiques. Donc il y a la laine prochainement. Donc il y aura pareil des after-work autour de la laine. Alors, on fait comment pour suivre tous ces événements? Les toutes ces réseaux activités sociaux. proposées Les réseaux sociaux, c'est où alors? Alors, on a la page Facebook Les Nouvelles Grisettes. On a le LinkedIn Les Nouvelles Grisettes. Et on a Instagram Nouvelles Grisettes 34. De manière à ce que vous puissiez suivre au fur et à mesure. Vous faites tout ce une qu'on va news proposer. également régulière? Alors, il y a une newsletter qui part ou qui doit partir. Ça fait partie des choses qu'on est en train de construire. Parce que tout ça, ça se fait avec une très grande base de bénévoles, puisque ce projet, il est né d'un double collectif. D'un côté, le collectif des couturières-couturiers, ceux qui sont dans la lumière aujourd'hui, et on est très fiers de les laisser vraiment de faire le grand phare sur eux. Mais il y a aussi un collectif d'entrepreneurs. C'est notre temps et de nos compétences gratuitement, de manière à pouvoir accompagner tout ça. Donc c'est le fruit de bénévoles, même si maintenant on a des alternants et quelques salariés qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, c'est encore les bénévoles qui permettent beaucoup de choses, de faire tourner encore beaucoup de choses en fait.